Bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, tuer n'est plus jouer. Souvent décrié, les jeux deviennent aujourd'hui l'arme d'ONG et rebattent les cartes diplomatiques. Quand les jeux vidéo changent le monde, c'est à suivre. Et puis, nous vous emmènerons à la rencontre des soldats inconnus. À l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, le studio Ubisoft vous propose de vivre le destin des poilus. Mais d'abord, ils ont choisi le jeu vidéo comme outil du changement. L'ONG Games for Change veut promouvoir le gaming éthique des jeux pour appréhender le monde différemment. Bonjour Jean-Michel Blottière. Bonjour. Vous êtes le coprésident de Games for Change en Europe. L'ONG est également présente aux États-Unis, en Amérique latine et en Asie, si je ne me trompe pas. Et l'idée, c'est quoi justement? C'est de faire de l'humanitaire par les jeux vidéo ou de redorer le blason d'une industrie qui est parfois controversée quand même? Je dirais ni l'un ni l'autre. C'est plus considérer les jeux vidéo comme un médium à part entière. Un petit peu comme le cinéma ou la télévision ou la presse ou la littérature ou la musique. Les jeux vidéo sont un médium et donc ils peuvent servir à transmettre des messages qui ne soient pas que des messages de pur divertissement. De la même manière qu'il y a des films d'action qui nous divertissent, il y a également des films qui nous émeuvent, qui nous font penser, qui nous font réfléchir, qui nous font prendre conscience de problématiques particulières. Je pense à des films comme les films de Ken Loach par exemple. Et bien de la même manière, nous considérons que le jeu vidéo peut tout à fait transmettre les mêmes messages et les mêmes émotions. Alors justement, le premier fait d'armes de l'association Games for Change, ça a été de créer un jeu sur le conflit israélo-palestinien. Est-ce que le jeu permet un engagement que d'autres formes d'apprentissage n'offrent pas peut-être ? Alors, avant Peacemaker, qui est ce jeu sur le conflit israélo-palestinien, il y a eu d'autres jeux. Il y a eu en particulier un jeu qui s'appelait Darfur is Dying, sur le génocide au Darfour, qui a été développé par Susanna Ruiz, et puis il y en avait quelques-uns auparavant. Mais l'avantage énorme du jeu vidéo, c'est que ça plonge le joueur en immersion, c'est-à-dire que ça le met dans la peau d'un autre, d'un personnage. Et donc, dans le cas du conflit israélo-palestinien, ça permet à un Palestinien de se mettre dans la peau d'un Israélien et de permettre à un Israélien de se mettre dans la peau d'un Palestinien. Et donc, du coup, d'avoir une compréhension qui est infiniment plus subtile, infiniment plus profonde, et donc de changer ce que j'appellerais des attitudes mentales figées. Alors je sais qu'il y a aussi une expression que vous ne portez pas forcément dans votre cœur, c'est celle de Serious Games, et vous lui préférez celle de Games for Impact. Impacter le monde par le jeu, c'est vraiment possible ? Oh oui, c'est tout à fait possible. Par exemple, lorsque vous êtes face à plusieurs centaines de millions de populations illettrées et que vous voulez les sensibiliser au danger du sida, développer un jeu sur téléphone mobile, parce que la plupart de ces populations, même s'ils sont illettrés, ont des téléphones mobiles, même si c'est un jeu très simple et que vous pouvez toucher, comme ça a été le cas à travers certains jeux qui ont été conçus de cette manière-là, 40 millions, 50 millions de personnes, et les sensibiliser au danger du sida. Le jeu vidéo, là, a un impact social immédiat. Et puis, au-delà de ça, je pense que ce qui est important, c'est de bien faire prendre conscience que le jeu vidéo est un atout formidable pour tous les enfants, les adolescents, les jeunes adultes qui jouent aux jeux vidéo. Et souvent, il y a une fracture importante entre les parents et les profs d'un côté et puis les gens qui jouent de l'autre. Et un de nos objectifs, c'est de permettre à ces deux tribus, à ces deux populations de mieux se comprendre, et puis aux parents peut-être de comprendre que derrière la passion des jeux vidéo, eh bien, il se cache des technologies extrêmement importantes à maîtriser, de la programmation, de la création numérique, de la création visuelle, de la création sonore. Il y a des ingénieurs de plus en plus qui développent des jeux vidéo. Ça n'est pas juste une affaire de geek, c'est une affaire de cerveau extrêmement bien fait. Et puis c'est aussi une affaire d'écriture, c'est une affaire de mise en scène, c'est une affaire d'émotion. Donc on est très exactement dans les mêmes métiers que ceux du cinéma, de la télévision, comme je l'évoquais précédemment. Des industries, des métiers et surtout beaucoup de pédagogie. Merci Jean-Michel Blottière d'avoir été avec nous dans Tech24. À très bientôt.
Et justement, les jeux vidéo permettent aussi de revivre l'histoire avec un grand H. Le studio français Ubisoft propose de vous glisser dans l'uniforme des soldats de la Grande Guerre avec son dernier opus, Soldats inconnus au pluriel. Les développeurs ont minutieusement travaillé avec des historiens pour recréer l'environnement et le contexte de 14-18. James André passe les troupes en revue pour Tech 24. Une fresque historique qui plonge le joueur au cœur des tranchées de la guerre de 14-18. Dans Soldats inconnus, on suit 4 personnages qui vont vivre leur vie au milieu des horreurs de la guerre. Le style rappelle celui d'une bande dessinée, un univers graphique qui joue sur l'émotion pour immerger le joueur. Émile, mon ami le plus cher, tu as pris les armes au crépuscule de ta vie, pas pour la gloire, mais pour sécher les larmes de ta fille. Triste à en mourir. C'est un jeu dans lequel on ne tue personne. Le joueur ne va tuer personne. C'est un jeu dans lequel on voulait montrer aux gens qu'est-ce qu'a été cette guerre pour nos ancêtres, pour nos arrière-grands-parents, pour la plupart. Savoir un peu ce qu'ils ont vécu. Petit à petit dans le jeu, on s'est aperçu que les joueurs commençaient à lire les faits historiques et à se renseigner. Et en fait, on arrive à aiguiser la curiosité du joueur, qui fait qu'à la fin du jeu, à la fin de l'expérience totale, le joueur a ressenti beaucoup d'émotions et surtout se dit après, et en plus j'ai appris des choses. Les concepteurs du jeu ont travaillé avec des historiens spécialistes de la période pour que tout soit conforme à la réalité. Il y a même une encyclopédie intégrée que le joueur peut consulter à tout moment. On est vraiment proche de ce que pouvait être en particulier le champ de bataille. Au niveau des sons, il y a eu un gros travail aussi au niveau des sons, du rendu des sons, de l'image, des explosions. On est vraiment très proche. Le gameplay à base d'énigmes et de puzzles à résoudre reprend les codes des jeux d'aventure en 2D. C'est beau et très ludique. Au final, Soldats inconnus est un ovni, presque une BD interactive. Un jeu utile pour que la jeune génération se souvienne de la Grande Guerre. Et retour en plateau avec Guillaume Gralet du magazine Le Point. Un Guillaume diplomate cette semaine, parce que oui, les jeux peuvent parfois faire bouger les lignes géopolitiques. Est-ce que les jeux sont aussi influents que le State Department ou le Quai d'Orsay ? Pour moi, Marjorie, les jeux vidéo sont l'illustration parfaite de ce que Joseph Nye, chercheur en géopolitique et professeur à Harvard, appelle le soft power, c'est-à-dire qu'ils permettent une influence réelle de manière douce en fait. Pourquoi ? D'abord parce que les joueurs passent énormément de temps devant leurs écrans, jusqu'à 22 heures aux États-Unis par semaine. Et puis surtout, Marjorie, les jeux sont de plus en plus immersifs, ils sont extrêmement bien réalisés. Regardez la série des Assassin's Creed. En fait, vous avez des géographes, des architectes, des historiens qui planchent sur ce jeu. Et c'est particulièrement vrai dans le tout dernier opus qui s'appelle Unity, qui va sortir à la fin de l'année, fin 2014, et où on peut littéralement vivre avec les manifestants. On voit leur visage, le visage en temps réel de 5000 manifestants, on sent leur atmosphère, on sent qu'on est avec eux, on revit en fait la révolution, Marjorie. Et je sens que vous avez l'âme d'un révolutionnaire, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, on peut dire que les développeurs parfois s'investissent, ils peuvent aussi être un petit peu poil à gratter. On va le voir avec un jeu qui s'appelle Glorious Leader et qui raconte les mésaventures d'un certain leader nord-coréen. Effectivement, Marjorie, un jeu qui est né de l'imagination de Money Horse Games. Là, il faut aller à Atlanta. Et au premier degré, en fait, le vrai héros, c'est Kim Jong-un, donc le leader coréen, qui va s'attaquer aux méchants capitalistes. Dans ce jeu très rétro, en fait, il peut chevaucher une licorne, il peut aller sur un dauphin, il peut faire du basket, il tire à tout va, il sauve le pays. Quand on a un petit peu de second degré, on voit que c'est pas forcément à la gloire du leader, comme le titre l'indique. Là, pour le coup, il y a certains États, certains gouvernements qui font moins de second degré que vous, voyez-vous, parce que souvent, les jeux vidéo peuvent être censurés. Effectivement, alors on a quelquefois des surprises. Dans la courte histoire du jeu vidéo, il y a énormément de censure. Ça a été le cas par exemple en Corée du Sud avec le jeu Mercenaries Playground of Destruction, tout simplement parce que les scènes de combat se passent en Corée du Nord. La Chine n'a pas vraiment aimé le jeu Football Manager 2005, tout simplement parce que Taïwan et surtout le Tibet y étaient représentés comme des pays à part entière. Et enfin, le Mexique n'a pas vraiment aimé de son côté Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2, tout simplement parce que l'armée mexicaine y est l'ennemi. On n'est pas du côté mexicain et ça un petit peu déplu. Alors quand ils ne les censurent pas, les États peuvent parfois participer au financement des jeux vidéo. Oui, c'est un petit peu plus commun. Il faut se replonger dans le jeu Companies of Heroes 2, un jeu immersif lui aussi, mais qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale.
C'est un petit peu original côté pays de l'Est. En fait, on va revivre toutes ces batailles qui ont eu lieu sur ce front, des batailles de Stalingrad aux batailles de Berlin, mais où les soldats russes ne sont pas vraiment montrés à leur avantage. Alors Moscou a réagi et Moscou, avec la Société d'histoire militaire russe, encourage les programmeurs, va certaines fois leur donner des bourses pour qu'ils mettent au point des jeux où la Russie est montrée à son meilleur avantage. Enfin, un autre exemple, mais très important, parce qu'il y a beaucoup de jeux de ce côté-là, ce sont les États-Unis qui financent, via souvent le ministère de l'armée, de la défense, pardon, des jeux comme America's Army. En fait, ces jeux, ils peuvent servir à recruter, à donner envie de devenir soldat américain. Ils peuvent servir à former. Donc là, on n'est pas loin des Serious Games, Marjorie. Et ils vont surtout donner une bonne image des conflits dans lesquels sont plongés les États-Unis. Bon, mais ça, c'est le jeu comme arme. On a vu en tout début de cette émission que le jeu pouvait être aussi une arme, un facteur de changement. Alors, rassurez-nous, il y a quand même une bonne fin à cette histoire, un happy ending. Effectivement, Marjorie, le jeu peut être extrêmement humaniste. On le voit avec le jeu américain, lui aussi, Peacemaker. Il y a des projets très intéressants. Le projet Cedaria Blackout, qui était encouragé par le gouvernement hollandais et qui s'adresse aux jeunes libanais, n'a pas à ce jour vu le jour, ça sera peut-être le cas bientôt, et en fait il véhicule vraiment des images de paix. Il y a encore, et Stockholm est à l'avant-garde ici, un projet qui s'appelle Demo Creativity, qui lui veut défendre les valeurs de paix et des valeurs démocratiques. Il en appelle aux développeurs du monde entier, et quand vous êtes sélectionné, vous êtes sur ce site, vous adressez au monde entier avec un message extrêmement positif. Merci Guillaume pour cette géopolitique des jeux vidéo. Et c'est presque la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve comme chaque semaine sur Twitter et sur Facebook avec le hashtag Tech24 pour commenter ensemble l'actualité numérique. Et on se quitte bien évidemment avec ces dernières images de jeux vidéo. Restez connectés, on se retrouve très bientôt dans Tech24.